En fait, moi, j'aime me confronter à des choses plus grandes que moi. Alors en quoi t'as progressé là sur cette saison? Il n'y a aucun cas où tu peux te dire dès le départ, ça m'intéresse pas, j'irai pas. Moi, je regarde l'émission comme un spectateur. Salut Jean-Pierre, Salut Stéphanie. mon ami, mon grand ami de l'émission. Que c'est sympa de commencer comme ça. Bah ouais, non en fait, je vais commencer avec une anecdote. Donc voilà, bon, la saison est finie. Et moi, j'ai vraiment souhaité que tu reviennes dans le podcast pour qu'on débriefe ensemble toute cette saison qui a quand même été extraordinaire avec des super audiences. Et moi, la première anecdote que j'ai envie de raconter, c'est que souvent, il fallait qu'on soit là tôt sur le plateau. Donc moi, je me réveillais, il devait être 5h30, 6h moins le quart du matin. Après, il y avait le taxi qui venait me chercher, mais je prévoyais toujours un peu large parce que comme les plateaux sont au stade Saint-Denis. Oui, Stade de France. Voilà, juste à côté du Stade de France. Et en fait, souvent, j'arrivais la proms, parce que il faut se maquiller, etc. Donc, pour les filles, ça dure toujours un peu plus longtemps. Coiffeur, maquilleur. Ouais. Et toi, t'étais le premier garçon à arriver. Et alors, moi, ce que j'aimais quand t'arrivais, c'est toujours la bonne humeur, la voix qui met à l'aise. Et quand t'étais là, je me disais... Et on va passer une sacrée bonne journée aujourd'hui. C'est sympa. Et là où tu as raison, c'est que moi, en fait, je me réveille le matin, je suis de bonne humeur. Ensuite de quoi, donc, je monte dans le taxi, pour reprendre ton exemple. Donc, je me lève, je prends ma douche, petite collation. Ah, tu te laves le matin, toi? Hein? Tu te lèves le matin? Moi, douche froide tous les matins. Voilà, c'est un bon conseil pour ceux qui veulent être dans l'action. Et dès le taxi, en fait, je tchatche avec le gars, on échange. Voilà. Et donc, j'arrive, je suis déjà dans l'ambiance, quoi. Donc, tu vois, je trouve que c'est bizarre les gens qui finalement sont pas pareils à la télé qu'ils le sont dans la vie. Voilà. Ouais. Moi, en fait, je suis le même type. Je confirme. Donc, voilà. Toujours la bonne humeur, toujours le bon mot. Moi, un truc qui m'a bluffé sur toi pendant l'émission, c'est, je l'ai déjà écrit, c'est que tu es un puits de culture. C'est-à-dire que tu avais fait un post très très sympathique. J'ai dit que je le gardais précieusement et que les soirs de blues, je relirais le post de ma copine Stéphanie. Ouais, mais tu peux. T'es... En fait, dans la vie, t'es intéressé par tout. Ouais, je suis curieux. Ouais, donc t'es curieux, donc... Mais alors, pour répondre à ça, donc j'aime... D'ailleurs, l'émission donc, fait partie de cette dynamique. En fait, moi, j'aime me confronter à des choses plus grandes que moi. Voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on progresse, en fait, tu vois. Et donc, moi, je me confronte à des auteurs dont j'ai pas, évidemment, le 10e du talent. J'aime le talent sous toutes ses formes, que ce soit en littérature, en peinture, en musique, mais aussi en sport, en business. Voilà, quand tu vois des gens talentueux, j'ai l'impression tu creuses toujours... quoi, tu vas tourner autour, ça te rend meilleur, tu vois, parce que je suis d'accord avec toi. Voilà, donc si tu veux, tu te confrontes encore une fois donc à des gens plus grands que toi et si t'es malin ou intelligent ou attentif et humble aussi, eh bien t'en retires toujours quelque chose, tu vois. Donc je n'ai jamais cherché à me hisser en rabaissant les autres, et au contraire en me faisant tirer par des locomotives plus fortes que les miennes. Ça c'est un truc très important, moi je trouve. Ben oui, qui est un message que ton podcast a vocation donc quand même à faire de la pédagogie autour du business, donc et des leviers et des ressorts qui permettent aux gens donc de progresser. Je pense que celui-là effectivement donc en est un, se mettre en situation donc de se confronter à des gens meilleurs que soi. Voilà. Ça c'est à mon avis c'est la règle d'or. D'ailleurs on voit bien en tennis, tu vois quand tu fais du tennis, tu dis si tu joues avec un type qui est meilleur que toi, tu progresses plus rapidement. Évidemment, et si tu joues avec quelqu'un qui est moins bon, tu t'ennuies. Voilà. Donc en fait les gens, eux, ils aiment bien jouer avec des moins bons parce qu'ils les dominent. Et à la fin, il dit j'ai gagné le match. Mais quel match? Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de sentir que je progresse. Voilà. Et en fait, ma mesure personnelle donc de satisfaction des événements vécus, c'est est-ce que ça m'a permis donc de devenir un peu meilleur. Voilà. C'est ça mon curseur. Alors, toi, c'était donc c'est la 4e saison de Qui veut être mon associé, et pour toi, c'était la 3e. Exact. Tu comptes bien. Parce que tu n'avais pas fait la première. Non. Et donc, alors, en quoi tu as progressé là sur cette saison? En pas mal de choses. D'abord, je pense que j'ai fait moins long. Tu vois, donc j'avais tendance sur les saisons précédentes à faire des conclusions assez longues. Cette année, donc, j'ai été plus percutant sur mes conclusions. C'est-à-dire que j'ai gardé la même idée de base, donc c'est-à-dire de décortiquer les cas et d'expliquer pourquoi j'y vais ou j'y vais pas, parce que moi, je pense que c'est ça notre mission numéro 1. Voilà, et d'ailleurs, les gens se rendent pas compte. C'est-à-dire que globalement, comme tu l'as très bien dit, donc on arrive très tôt, on part tard. Entre les deux, donc on fait 6 cas par jour qui durent en général donc 1h15, 1h20. Donc par candidat, c'est monté en 15 minutes, 18 minutes, mais nous on a passé donc 1h20 avec les candidats. Il n'y a aucun cas où tu peux te dire dès le départ,
ça m'intéresse pas, j'irai pas. Puisque à la fin, tu dois faire une conclusion. Ouais. Et tu dois expliquer pourquoi tu vas pas. Et tu peux pas dire au gars, j'y vais pas parce que j'aime pas ta tête ou parce que le produit m'intéresse pas. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on est là pour analyser des marchés, pour analyser donc des stratégies, pour évaluer des individus. Et donc, on doit restituer ces éléments-là donc à la fin. Et les saisons précédentes, j'avais tendance parfois à reprendre des arguments qui avaient déjà été évoqués par d'autres. C'est-à-dire que je complétais en disant, comme a dit Eric, et j'appuyais après mon raisonnement donc sur les autres. Cette année, j'ai évité de faire ça parce qu'en fait, ça crée, donc ça additionne du temps qui ne sert pas à grand-chose parce que ça a déjà été dit. Donc cette année, j'allais direct sur la perception que moi j'avais des choses et qui complétait ce qui avait donc déjà été dit. Donc j'ai évité les redites, donc j'ai été meilleur de ce point de vue. Et puis, je pense que voilà, j'ai réussi à renouveler un peu mes punchlines. J'ai eu 3-4 sorties qui étaient pas mal. Quand je regarde l'émission, des fois, tu vois, parce que moi je regarde l'émission comme un spectateur. Bah, toi aussi, voilà. Pareil. Et je me dis, tiens, c'est pas con ce truc-là que j'ai dit, etc. Des fois, je me dis, putain, t'aurais pu être plus malin, etc. Sauf que je me rappelle que ça a été, je l'ai peut-être dit, ça a pu être coupé, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai pu dire durant la séquence, c'est ce qui est restitué. Et quelle perception ça donne. Voilà. Et j'ai eu le sentiment cette année que c'était à peu près intéressant, même si j'ai toujours des frustrations de la manière dont c'est monté, parce que j'ai toujours le sentiment qu'il y a des choses importantes que j'ai pu dire qu'on ne retrouve pas, mais j'imagine que c'est le cas pour toi et aussi pour les autres. Moi, oui. Moi, mon bisou avec Jean-Pierre Papin. Quand je le vois rentrer... Non, je le vois rentrer... Honnêtement, une de mes idoles dans ma jeunesse, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse. Bah non, ça n'a pas été vu. Alors moi j'ai dit à Miss France donc 2020, Clémence Botillot, que j'avais jamais vu autant d'élégance associée donc à autant d'éloquence. Et on m'a dit, ah bah c'est un peu sexiste, tu vois. Donc, pas du tout. Moi j'aimerais bien que les garçons me disent ça. Hein. Ah bah non, mais elle a fait un show incroyable. Donc, de tous les guests qu'on a eus, ça a été pour moi le meilleur passage. C'est une jeune femme qui va faire des choses étonnantes en tous les cas. Donc il faudra la suivre. Là actuellement, donc elle participe à Miss Monde. Donc on va voir si elle gagne ou pas. Donc ça, ce serait ton moment fort de la saison. C'est un des moments qui m'a le plus surpris. Voilà, tu vois, dans cette émission. On y va aussi pour être surpris. Bien sûr. Tu vois, donc il y a plein de choses en fait qu'on maîtrise. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est un point aussi important, c'est que finalement, tu as toujours envie d'être dans la maîtrise. Quand tu es entrepreneur, tu veux anticiper les sujets, tu veux gérer tes équipes, tu veux gérer même les clients parfois, tu aimerais bien effectivement donc pouvoir les cadrer. Tu vois, entrepreneur finalement, c'est quelqu'un qui aime pas trop les surprises et essaye effectivement en tous les cas de les canaliser et d'anticiper. Et dans cette émission, on essaie de reproduire la même chose, mais de temps en temps ça t'échappe et il se passe des trucs inattendus. Voilà, et ça a été un des moments inattendus. Il y a eu aussi des moments d'émotion, on pourra y revenir, puisque finalement cette émission, c'est des moments de joie collective, de partage, donc de joie. C'est des moments donc d'émotion parfois un peu durs. Hein. On l'a vu donc sur le cas de Meuf, donc ou sur le cas du pépiniériste, donc Coupa, donc qui étaient des moments parfois compliqués parce qu'on n'a pas été formés nous pour ça. Nous, on est investisseurs. Des fois, on nous envoie comme ça des choses très dures, alors que 5 minutes avant, on se marrait avec un type qui faisait des skis recyclables et puis d'un seul coup, on passe à des trucs beaucoup plus lourds. Bon, et on doit hisser notre niveau donc d'exigence donc à ce moment-là. Je trouve d'ailleurs qu'on a été relativement à la hauteur, hein, donc même si parfois certains donc contestent la chose, mais moi je trouve que globalement on s'est plutôt à chaque fois adapté aux situations. Donc il y a des moments d'émotion, des moments effectivement donc plus difficiles, et puis vraiment de plaisir, des moments d'émotion, et puis aussi évidemment donc des moments forts business, parce qu'il y a des projets parfois qui sont vraiment exaltants, et puis il y a des moments entre nous de compétition, voilà, moi qui me font assez marrer, même si moi je surenchéris jamais et je ne cherche pas à gagner. Tu vois pourquoi ? Parce que en fait, je pense pas que ce soit l'enjeu number one. On fait 55K, il y en aura pour tout le monde. Je ferai pas tous les dossiers et de toute façon, j'ai pas la capacité ensuite à accompagner plus de X entrepreneurs. Tu vois, donc moi cette année j'ai fait 8 dossiers. Sur les 8, je pense que je vais en concrétiser 5 peut-être, donc tu vois, il y a 3 que je ne ferai pas ou que je ferai différemment. Voilà, il y en a 5 sur lesquels je vais investir. 5 c'est énorme, c'est-à-dire que c'est tes samedis, c'est clair. Voilà. Et donc en plus de tout ce que je fais déjà, parce que évidemment si je faisais que ça, ce serait Royal au bar, mais malheureusement donc j'ai ma boîte, 90% de mon temps, et puis j'ai déjà donc 15 startups dans lesquelles j'ai investi, dont certaines déjà dans les émissions, dans les saisons précédentes, tu vois. Et donc à un moment donné, quand tu as 20-25 startups, tu as une boîte qui t'occupe à 90%, et que en plus tu fais 15 jours
de tournage, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il faut juste respécifier pour ceux qui nous écoutent que, parce que tu as dit, on investit pendant l'émission, donc on décide à la fin, et puis après, l'entrepreneur nous choisit ou pas. Mais après, il y a ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire que, eh bien, après, on rencontre les entrepreneurs qu'on a vus pour la première fois sur l'émission, hein, parce que quand on arrive sur l'émission, on n'est pas au courant des startups qu'on va voir, on n'est pas au courant des sujets, voilà, surtout pas pour que nous aussi on soit surpris. Donc c'est aussi un putain d'exercice de décider en 1 heure, 1 heure et quart si on va investir plusieurs dizaines, voire centaines de cas. Et donc après, on fait ce qu'on appelle une due diligence. Si ce qu'a présenté la start-up pendant l'émission est réel, en particulier les chiffres, les objectifs, le business plan et tout ça. Alors tu disais en quoi je suis meilleur, par exemple, moi j'ai quelqu'un donc, qui s'occupe de cet aspect, donc due diligence, depuis maintenant donc, ma deuxième saison, donc la troisième, donc c'est ma deuxième année donc, avec Delphine Colombet qui s'occupe de faire les due diligence donc, sur la partie financière. Et puis j'ai quelqu'un donc, aussi pour la partie juridique, tu vois, donc, parce qu'il y a toujours les problématiques de licence, problématiques de marque. Souvent les marques en fait ont été déposées par entrepreneurs, sont pas dans la boîte. Enfin, mais maintenant j'ai un pack d'actionnaires qui est à peu près rodé. Donc bref, je me suis aussi organisé, parce que la première année j'étais allé les mains dans les poches, voilà, en pensant que c'était de la télé, et que donc une fois que les caméras s'arrêtaient, donc c'était fini. Et en fait j'ai compris que c'est là que ça commençait. J'étais pas du tout organisé pour. Je me suis un peu débattu donc avec mes différents sujets. Heureusement je n'en avais pas trop fait, et surtout il y en a 2 qui m'ont viré, 2 boîtes qui m'ont viré parce qu'ils ont eu des valos bien meilleurs. Donc par la suite, hein, ça aussi c'est aussi il faut le dire, parce que quelquefois nous en tant qu'investisseurs on va valider l'investissement après la due deal, donc il y a l'émission, on s'engage, l'entrepreneur valide, et ensuite on fait les audits, et puis là à ce moment-là ça arrive aussi, et de plus en plus souvent, où en fait ce sont les fondateurs de la boîte qui disent finalement on va pas pouvoir avancer parce qu'entre-temps on a signé un gros contrat, et finalement la valo elle a été multipliée par 2 ou 3, etc., etc. Donc ça arrive aussi, c'est dans les deux sens. Sûr. Alors moi je pense que c'est une erreur de la part donc, des fondateurs. Moi à leur place je ferais pas ça, mais ceci dit voilà, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi je le ferais pas? Parce que je pense que en fait il n'y a pas que l'argent, il y a aussi toute la dynamique donc, que tu vas pouvoir créer avec l'investisseur que tu as choisi et qui t'a choisi. Et donc renoncer en fait à ça uniquement pour des questions de valo, c'est soit que t'avais pas fait le bon choix. Voilà, bon, et cette saison, j'ai vu certains cas qui paraissaient étonnants en termes de choix. Soit donc c'est que tu n'avais pas énoncé donc la bonne valo donc au départ, ou tu l'as pas assez bien défendu donc sur le plateau. Mais dans tous les cas de figure, si tu veux, la logique c'est que un deal est un deal. Voilà. Moi, je pense que pour se faciliter la vie, voilà, il faut se dire un deal est un deal. Quand tu tapes dans la main de quelqu'un, eh ben, tu exécutes, sauf si évidemment les termes qui ont été énoncés ne se retrouvent pas à l'arrivée. Voilà. Donc moi, dans les deals que j'ai pas fait, donc j'ai été 2 fois viré sur la saison 1, et une fois en fait tout le deal était conditionné à l'obtention donc d'un financement qui permettait de financer le besoin en fonds de roulement de la boîte. Le gars n'a pas eu ce financement, donc je lui ai conseillé de s'adosser donc à un industriel qui m'avait contacté par ailleurs, et je les ai mis donc en relation. La saison suivante, j'ai fait 8 deals. Dans les 8 deals, il y en a 2 qui m'ont viré. Une qui m'a jamais répondu, c'est-à-dire qui n'a jamais envoyé le moindre document, voilà, qui a disparu quasiment. Donc voilà, donc sur 3, donc ça en fait 3 sur 8. Et puis j'en ai 2 que j'ai pas fait parce que ils n'étaient pas au rendez-vous des contrats qu'ils avaient énoncés. Certains en fait anticipent des contrats qui vont venir, qui sont pas encore là. Ils font comme si, mais 3 mois plus tard, si on n'a toujours pas les contrats, on peut pas évidemment donc honorer des valos qui ne tiennent plus. Et il y en a donc 2 que j'ai pas fait pour ces raisons-là. Puis cette année, donc je te dis sur les 8, je pense que je vais en faire à minima 5. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des rencontres qui sont fortes, hein, donc et qui sont formidables. Moi cette année donc j'ai conclu très vite un des deals de la saison qui est Palomano, donc les petits centres pour enfants, donc sur des surfaces 500, 800 mètres carrés. Maintenant peut-être qu'on montera à 1000, en tous les cas. Donc ils avaient un premier centre de 500, ils allaient faire ils ouvrent un deuxième centre là en avril. Donc un centre c'est 1 million. 1,2 million de chiffre d'affaires, c'est 200 000 donc, de résultats. Ils étaient sur une valo à 6 millions. Bon, et donc tout le monde a passé en disant le truc est bien, mais la valo est élevée. Bon, moi en dernier, alors moi j'avais qu'une crainte, on pourra en parler donc un peu, c'est que j'attendais que Kelly se prononce. Ah bah oui, Kelly cette année.
C'était la première fois qu'on voyait un investisseur multiplier par 2 les valos quelquefois. C'est ça. Donc voilà. C'était jamais arrivé. Parce que moi, à contrario, si tu veux, j'ai vraiment été surprise, pour le coup, de valos qui étaient extraordinairement hautes par rapport au marché actuel. Alors moi, je sais que mon kiff à moi et mon expertise, c'est plus... C'est de baisser les valos. Alors, non, pas du tout. Mais tu vois, c'est plus le B2B dans la deep tech. Ce qui est normalement, entre guillemets, beaucoup mieux valorisé chez les investisseurs dont c'est le métier, leur métier à temps plein. Et là, moi, j'ai vu arriver par exemple des DNVB, donc des Digital Native Vertical Brand, souvent des produits B2C, de la cosmétique ou des choses comme ça. Souvent d'ailleurs des produits qu'on trouve sur l'étagère, on met sa marque dessus et puis on va organiser toute la marque, tout le marketing, etc. Qui arrivaient à des valos ou peut-être même moi, tu vois, qui relance une boîte aujourd'hui alors que j'ai vendu une boîte au leader mondial, je n'aurais pas. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus surpris dans l'émission, c'est quelquefois l'écart entre ce qui se passe dans la vraie vie sur le marché quand tu vas lever des fonds et les valos présentés par certaines boîtes dans l'émission. Oui, parce qu'en fait, comment procèdent les candidats? J'imagine qu'ils regardent toutes les émissions des années précédentes et que les valos étaient élevés précédemment et qu'ils ne sont pas recalés complètement sur les valos de l'époque. Alors après, il y a des leviers et des outils pour pouvoir rectifier. En l'occurrence, sur Palomano, qui était sur une valo à 6 millions, mais encore une fois avec un deuxième centre qui allait ouvrir, qui ouvre et qui donc te garantit déjà d'être à peu près à cette valo-là, tu vois, parce que si tu fais 400 000 x 12, vu la croissance, donc t'es à 6 millions. Moi, j'ai considéré que c'était x 10, que tu seras à 4 millions, et donc j'ai négocié des BSA pour pouvoir ramener cette valo à 4 millions, grosso modo. Voilà. Et j'avais en tête un plan de développement autour de la franchise. Tu vois, ce qui est important dans cette émission, c'est de se dire aussi... Quel va être l'impact du passage de mon candidat, tu vois, parce qu'après c'est parce qu'on est ensemble, tu vois, à partir du moment où tu veux investir avec lui, tu vois, de cette boîte. Donc quel va être l'impact? Il y a des boîtes sur lesquelles il y a des impacts importants en chiffre d'affaires parce que tu vends des biscuits à 9,80 et que les gens vont, par solidarité ou par curiosité, commander, parce que tu vends des macrobiotiques comme Dijon, donc l'an dernier qui a fait un chiffre d'affaires de 500 000 euros, donc alors qu'ils faisaient 1 million sur 12 mois, ils ont fait 500 000 en un mois et demi, tu vois, bon, donc ça a eu un impact majeur. Bon, très bien. Quand tu es en B2B, ou quand tu es dans un produit en dur, ce qui est le cas de Palomano, donc où tu dois construire, donc tu as les capex importants, c'est pas les tickets à ton parc qui vont évidemment être ton enjeu. Et donc la question était, c'est quoi notre enjeu? Voilà. Et on a répondu à cette question avant le passage, 3 semaines avant, en disant notre enjeu, c'est de développer la franchise. Parce qu'en fait, les gens qui vont voir ce parc, ils vont dire c'est super, il y a du rendement, et finalement pour un couple qui voudrait changer de vie ou se relancer, ce qui correspond à peu près à la même chose, eh bien s'occuper d'un petit parc pour enfants, ça peut être un vrai projet de vie. Et puis comme on est sur des parcs à taille humaine, donc finalement il y a plein de villes qui peuvent être concernées, donc on va avoir pas mal de demandes. Et du reste, ça n'a pas loupé, puisqu'on a eu plus de 500 demandes de franchise après l'émission, avec des gens. Donc on a déjà audité une cinquantaine de candidats qui ont tous 200 000 euros comme apport pour pouvoir effectivement faire l'effet de levier. Donc on va développer très très vite notre réseau. Ensuite, moi ce que je pense, c'est qu'on va développer très fortement la marque Palomano, c'est-à-dire que le support, ça va être les parcs, mais ensuite cette marque, elle va devenir une marque du monde de l'enfance, très forte, qu'on pourra décliner à la Virgin sur un tas de choses, et puis on pourra nous-mêmes en ancillaries développer nos boutiques, comme le fait Disney, donc un triple étage à la fusée. Est-ce que ça, tu l'as vu tout de suite en live dans l'émission? Quasiment. Et alors je l'ai pas dit, ou quasiment pas, parce que moi j'avais très peur de Kelly, encore une fois, parce que je me suis dit, si elle tombe amoureuse, puisque son truc c'était l'amour, elle va nous dire, et d'ailleurs elle a commencé, sa conclusion, elle a parlé en avant-dernier, et elle a commencé par dire, moi je pourrais facilement mettre 1 million d'euros. Il cherchait 300 000 sur une valo à 6 plaques, et elle démarre, moi je pourrais facilement mettre 1 million d'euros. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est foutu. Parce que si elle dit, moi je mets 1 million d'euros en baissant la valo, comme elle a déjà fait, sur le même niveau de participation, elle dit, moi je mets 1 million pour 5%. Ah bah là c'est sûr qu'évidemment personne ne pouvait lutter avec elle, donc contre elle en tous les cas, ni avec du reste, parce que moi je ne serais pas associé à une proposition comme celle-là. Et donc j'attendais, après moi j'aurais quand même fait mon offre,
Bon, avec très peu de chances de gagner, mais enfin, des fois, ça arrive que, évidemment, le candidat se dit, mais attends, j'ai plus d'affinité avec lui et je pense on va créer plus de choses. Donc, moi, j'avais en tête ce plan de développement. Maintenant, j'avais aucune idée de savoir si ça allait marcher ou pas. Et même si les entrepreneurs qui étaient en face de moi allaient vouloir le faire, parce qu'ils auraient pu me dire, bah non, nous, en fait, on veut faire 4-5 centres en dur, à nous, en région parisienne, et on veut surtout pas, effectivement, donc, développer la franchise, parce que c'est compliqué, c'est avec des gens qu'on connaît pas, ça crée des relations business qui sont très différentes, c'est partout en France, enfin, bon, j'en sais rien. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils faisaient 1,2 million, 200 000 de marge, ils étaient rémunérés les trois, correctement, pas dingue, mais correctement, et ils ne travaillaient plus dans le parc, parce qu'ils étaient déjà libres pour faire autre chose. Ça, c'est fondamental. Tu vois, tu as des gens en fait qui sortent des résultats qui sont pipotés parce qu'ils bossent comme des bêtes dans la boîte, ils font bosser leurs conjoints et personne ne se rémunère là-dedans. Bon, bah, tu sais très bien que quand tu vas commencer à devoir normer les choses, tu vas commencer déjà par perdre du fric parce qu'il va falloir remettre tout le monde à niveau. Là, c'est exactement le contraire, ce qui est très rare. Et plus d'1 million d'euros dans cette émission, c'est très rare aussi. Et des gens qui gagnent de l'argent déjà, c'est encore plus rare. Tu vois, donc il y avait quand même beaucoup d'ingrédients. Voilà. Et dernière chose, il y a quand même une proximité avec mes zones d'intérêt, donc et le tourisme. Et donc je me sentais très à l'aise avec ce sujet-là. Et pour moi, c'était évident que je devais y aller. Dès le départ, je savais que je ferais une offre.